Merci à tous ceux qui nous suivent en ligne sur YouTube. Je vous propose qu'on commence, on a pris un tout petit peu de retard. Eh bien, merci encore d'être à cette table ronde sur le sujet de l'accord OVH Cloud et Google Cloud, qui, je suis sûr, va amener beaucoup de questions, et on est tous très curieux d'en savoir plus sur cet accord historique. Pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Virginie Duby-Muller, députée de Haute-Savoie, Michel Raot, coordinateur de la stratégie cloud de l'État, Franck Zerbib, Head of Customer Engineering chez Google Cloud, et Sylvain Roury, Chief Sales Officer chez OVH Cloud. Merci beaucoup à tous. Alors, je vous propose de tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Peut-être, Michel, est-ce que tu pourrais donner les grandes lignes de la stratégie cloud de l'État pour donner un petit peu de contexte avant de partir sur l'accord OVH Google? Merci. Oui. Ok, très bien. Oui, tout à fait. Merci, William. Donc, le gouvernement, donc, le 17 mai, a annoncé la stratégie du gouvernement pour le cloud de confiance, donc en présence de Bruno Le Maire, Méline Montchalin et Cédric O. Cette stratégie nationale pour le cloud de confiance, elle vise à répondre à 3 enjeux majeurs que représente le cloud. Le premier, qui est la transformation numérique des entreprises et des administrations. Le deuxième, qui est notre souveraineté numérique. Et le troisième, qui est notre compétitivité économique. Partant du constat que le cloud représente à la fois des opportunités majeures, mais également des risques, notamment avec des risques techniques, la multiplication des cyberattaques, et des risques juridiques avec un certain nombre de législations extraterritoriales qui existent et qui permettent à des gouvernements étrangers d'accéder aux données des entreprises et des citoyens français. Donc, cette stratégie du gouvernement repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, qui est la définition et le label cloud de confiance. Le deuxième pilier, qui est la doctrine cloud au centre, qui sera mise en œuvre par l'État. Et le troisième, qui est une politique industrielle ambitieuse en faveur de la filière française et européenne du cloud. Alors, je vais revenir sur ces trois piliers. Le premier, qui est la définition du cloud de confiance. Donc, l'objectif de ce label, c'est d'assurer un niveau de protection le plus élevé possible des données de nos citoyens et des entreprises françaises. Donc il y a une double problématique que j'ai exposée, la protection vis-à-vis des risques techniques et la protection vis-à-vis des risques juridiques. Ce label va être délivré par l'ANSSI via en fait, le visa Secnum Cloud qui existe déjà et qui sera clarifié, notamment pour répondre aux questions de partenariat entre des technologies non européennes et des acteurs industriels européens. Donc l'analogie qui peut être faite finalement, c'est la licence de technologie non européenne, donc notamment américaine, qui sera accordée à des acteurs européens qui opèrent des solutions technologiques non européennes. Donc cette politique, cette définition du cloud de confiance et cette ouverture sous conditions très strictes à des technologies non européennes, elle vise un objectif qui est de pouvoir donner accès au meilleur niveau de service tout en garantissant un très haut niveau de sécurité pour les données qui seront utilisées par les entreprises françaises. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est une politique qui est dite cloud au centre. Donc, le gouvernement fait du cloud, avec cette politique, un prérequis pour tous les nouveaux projets numériques au sein de l'État. Donc, deux objectifs encore une fois ici. Le premier, moderniser les services de l'État, accélérer sa transition numérique au bénéfice des usagers. Et le deuxième objectif, bien sûr, dans le strict respect de la cybersécurité et de la protection des données des citoyens et des entreprises. Et donc, en cohérence avec cette définition, ce nouveau label du cloud de confiance, pour
tous les nouveaux projets numériques de l'État, le gouvernement doit, cette doctrine demande aux administrations d'utiliser du cloud. Et lorsqu'il s'agira de données sensibles, donc notamment des données personnelles, des données relatives à des entreprises ou des applications critiques, cette doctrine demande aux administrations et aux ministères d'utiliser des solutions cloud de confiance, donc qui bénéficient du visa Secnum Cloud, s'ils utilisent du cloud externe, ou alors d'utiliser les solutions de cloud internes à l'État qui sont disponibles. Enfin, le troisième pilier de la stratégie cloud de confiance, c'est la stratégie industrielle. Donc, dans ce cadre, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir numéro 4, ainsi que du plan France Relance, l'État va investir dans le soutien à la filière industrielle. Donc, via trois volets. Le premier volet qui est le soutien à des projets de recherche et développement, notamment sur des technologies de rupture comme le edge computing, dont on estime qu'il va représenter 80% du marché à l'horizon 2025. Donc c'est un domaine technologique où aucun acteur est aujourd'hui dominant et où il y a encore une place pour que l'Europe puisse être leader sur ce domaine. C'est pourquoi nous travaillons aussi avec nos partenaires européens, avec une dizaine d'autres États membres, dans le cadre d'un projet d'intérêt européen commun, un PIEC, pour la construction d'une réponse européenne à cette problématique. Le deuxième volet de cette stratégie industrielle, ce sera de soutenir la constitution d'espaces de données, donc pour créer une véritable économie de la donnée qui soit basée sur des solutions cloud de préférence de confiance lorsque les besoins le justifient, en bonne articulation aussi avec l'initiative désormais européenne Gaia-X. Et enfin, le troisième volet majeur sera le soutien à la formation à tous les niveaux, et notamment, d'une part, la formation pour répondre aux besoins des entreprises du cloud, pour recruter de nouveaux talents, et la formation au sein des entreprises utilisatrices de cloud pour former et éventuellement reconvertir les personnels IT classiques vers les nouveaux métiers du cloud. Donc voilà en quelques lignes cette stratégie cloud de confiance qui a été annoncée le 17 mai. Donc répondre à la fois à des exigences, il y a des besoins immédiats, et notamment en termes de protection de nos données, et en même temps conduire la transformation numérique de notre économie et soutenir la base industrielle française et européenne. Merci. Merci beaucoup, Michel. Alors, du coup, sur la base de ce contexte et du cadre qui vient d'être donné, petite question côté OVH Cloud. Sylvain, qu'est-ce que cet accord exactement va permettre pour vos clients, pour les utilisateurs finaux, et puis aussi pour vous, côté OVH Cloud? Alors, pour nos clients, c'est toujours la continuité du travail qu'on fait depuis toujours, c'est-à-dire travailler en écosystème. OVH Cloud a un socle d'infrastructures en France et partout dans le monde qui permettent aujourd'hui d'offrir la matière première du cloud. Et ensuite, nous travaillons sur deux axes. Le premier, c'est évidemment de continuer à développer des applications à partir de logiciels open source, qui correspond à notre conviction sur la technologie, c'est-à-dire qu'elle doit être le plus libre possible dans son accessibilité et dans sa réversibilité. Le partage aussi de ces informations permet aux entreprises de dominer la technologie et de ne pas la subir. Donc on continue à travailler. Et puis, on a sur les années qui viennent, et ça a déjà bien commencé, un nombre d'entreprises qui, elles, vont migrer vers le cloud et qui ont besoin de le faire par étapes. Et ils ont besoin pour cela de s'appuyer sur des références de solutions propriétaires qu'ils utilisent déjà. Et donc dans ce cadre-là, nous avons effectivement convenu d'un accord avec Google Cloud pour permettre la mise à disposition sur les infrastructures d'OVH Cloud de la plateforme Anthos. Donc c'est pour nous continuer à aider les clients à migrer vers le cloud en leur permettant soit de continuer à s'approprier la technologie en la dominant à travers les solutions open source qu'on propose, soit en faisant le choix d'être vers un logiciel propriétaire.
Ce qui est important de comprendre, c'est que dans cet accord, nous ne renions en rien les priorités de la société qui sont de ne faire aucun compromis autour du contrôle de la donnée et de sa souveraineté. Les clients vont accéder à un environnement dédié en termes de data plane. Le control plane aussi est dédié pour les clients et la solution que nous mettons en place sur notre infrastructure est complètement déconnectée. J'ajoute évidemment que le contrat qu'on a longuement discuté avec Franck et les équipes est un contrat de droit français, ce qui était très important bien sûr, et que toutes les clauses concernant la déconnexion de la solution à ses racines Google Cloud est clairement stipulée. Les mises à jour se font de manière déconnectée aussi, et c'est bien du personnel français, européen, qui opère la solution dans nos data centers, ainsi qu'au niveau du support. Donc finalement, ce que ça permet aux clients, bien sûr, après, on peut discuter de la solution Anthos en tant que telle, et Franck est peut-être même encore mieux placé que moi pour le faire, mais c'est aussi quelque chose d'important à deux aspects. Le premier, c'est la plateforme multi-cloud. Aujourd'hui, nombre d'entreprises font le choix de ne pas rester mono-fournisseur, et donc le multi-cloud est devenu la norme. Le deuxième point, bien sûr, c'est que Anthos permet de gestion d'applications, on dit cloud native, ce qui est très important. Beaucoup d'entreprises migrent vers le cloud des applications qui deviennent cloud compatibles, mais elles ne saisissent pas encore toute la promesse du cloud parce qu'elles ne sont pas encore transformées pour vraiment saisir tout le bénéfice. Cette plateforme a pour vocation de gérer du cloud natif et c'est très important pour nous de pouvoir permettre cet accès propriétaire à nos clients. Merci beaucoup. Et alors du coup, peut-être côté Google, un peu le pendant de cette question, c'est déjà, qu'est-ce que vous attendez de cet accord et pourquoi avoir choisi OVH Cloud? Alors peut-être pour commencer, c'est de voir un petit peu comment on voit ce partenariat et cet accord. Pour nous, ce partenariat finalement vise à co-construire. On est vraiment dans une logique de co-développement avec OVH, donc de co-construire une solution cloud de confiance pour le marché européen globalement et pour, comme c'est dans l'ADN de Google, accélérer les capacités de toutes les entreprises, administrations publiques à se transformer, accélérer leur transformation digitale. Donc ça, c'est le positionnement un petit peu global de ce partenariat qui va amener une solution et une plateforme pour tous les développeurs de ce marché, français, européen, à accéder finalement à des technologies, comme le disait Sylvain, natives du cloud, de permettre de développer directement dans le cloud en utilisant les technologies aujourd'hui et en fournissant les outils qui vont permettre d'améliorer aussi la compétitivité de toutes les entreprises françaises, administrations, pour pouvoir innover plus vite sur les différents terrains de jeu sur lesquels ces entreprises opèrent, tout en garantissant évidemment la souveraineté des données qui vont être stockées sur cette plateforme. Donc la souveraineté, c'est un sujet qui est au cœur de la stratégie de Google. Donc c'est un sujet qui est évidemment très dépendant de la protection de la donnée, de la sécurité. C'est des sujets qui sont à la fois technologiques, mais qui nécessitent aussi une grande écoute des dialogues, des discours avec tous les acteurs de cet écosystème. Donc on est depuis longtemps finalement en connexion avec cet écosystème. On dialogue beaucoup avec les entreprises privées, publiques, les administrations, les pouvoirs publics, et puis nos partenaires technologiques, intégrateurs, pour comprendre les enjeux et les attentes de chacun des marchés et pouvoir y apporter des réponses techniques très très concrètes. Sachant que ce qui prime, et notre conviction avant tout, c'est que en termes de protection de la donnée et de sécurité, c'est que le client, l'utilisateur, doit avoir le plus haut niveau de contrôle de la donnée, doit s'appuyer sur un système avec la plus grande sécurité, évidemment, tout en s'appuyant sur une plateforme qui va permettre l'innovation. Donc, et ce qui nous différencie globalement sur ces solutions, c'est un cloud ouvert, des technologies ouvertes, des API ouvertes, qui s'appuient, et Sylvain le rappelait, sur des solutions et des briques open source, pour à la fois accélérer, simplifier le développement des applications et aller encore plus vite, pour garantir une interopérabilité, une réversibilité finalement des applications sur les différents systèmes. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Aujourd'hui, voilà, la vélocité est un élément important dans l'évolution du paysage informatique et des applications, la compétitivité aussi, donc il faut aller vite. Et puis, il faut être agile aussi dans le déploiement de ces applications sur les différents supports, cloud public, privé, chez soi, dans ces data centers,
Et donc l'aspect réversible et interopérable est un critère extrêmement important quand on décide de déployer une application critique qui peut être amenée à être redéployée ou repositionnée pour des raisons techniques, financières, business, politiques. Et donc cet aspect est particulièrement important. Puis il y a un troisième point qui est également important, c'est l'aspect de survie des applications. Et c'est de pouvoir finalement, dans ces solutions-là, garantir la survie des données et des applications quelles qu'elles soient. Donc ces différents critères sont parfaitement entendus et répondent a priori aux échanges, enfin aux convictions et aux attentes des clients avec lesquels on discute. Hein. C'est évidemment d'abord une exigence très forte en termes de contrôle de la donnée. C'est évidemment, quand on parle de cloud, l'inspectabilité en tout cas de l'accès aux ressources des infrastructures et aux services cloud est un élément évidemment très très important. Et puis évidemment la survie des applications est le troisième point est particulièrement important. Donc pour faire face à ces trois éléments et ce qui représente un petit peu la solution, qu'on a co-développée avec OVH, on définit trois grands niveaux on a trois réponses techniques ou trois niveaux de souveraineté. Il y a la souveraineté donc de la donnée qui va permettre de garantir finalement ou de donner aux clients des mécanismes qui vont permettre de contrôler de manière indépendante l'accès de Google ou d'un acteur à ces données. Et donc là, on a des réponses techniques concrètes, pas forcément juridiques, mais qui permettent, par exemple, de s'appuyer sur un tiers pour chiffrer des données sur des services qui sont consommés sur des plateformes cloud. Donc des plateformes de chiffrement. On a lancé par exemple un accord avec Thales l'année dernière sur ce sujet-là pour s'appuyer sur donc, des services de chiffrement externes. Ça peut être aussi des solutions de type workload très très confidentiel et donc du chiffrement en mémoire pour des applications extrêmement sensibles et critiques qui seraient hébergées dans le cloud. Donc différentes technologies qui permettent d'adresser la souveraineté de la donnée. Une souveraineté opérationnelle qui est évidemment nécessaire pour permettre de contrôler les accès administrateurs aux infrastructures, indépendamment de ce que pourrait faire Google Cloud au niveau des infrastructures et de s'affranchir par exemple de problématiques d'arrêt intentionnel ou accidentel d'applications critiques qui tourneraient sur ces plateformes. Et donc, on commence à cerner typiquement ici des solutions de type Anthos qui vont permettre d'héberger des solutions opérées par des opérateurs, par des sociétés françaises dans leur propre data center. Puis il y a une troisième dimension qui est la dimension logicielle et qui couvre l'aspect survie des applications et des données et qu'on adresse complètement avec la solution OVH déconnectée et Google Cloud, qui consiste finalement à pérenniser ou à permettre à court et moyen terme de continuer à fonctionner avec ces applications déployées sur ces plateformes. Si toutefois, par exemple, Google était amené à forcer ou il était forcé à arrêter ces relations, la capacité de pouvoir maintenir en conditions opérationnelles, de supporter ou de faire évoluer les applications qui sont hébergées sur ces plateformes pour des raisons, par exemple, géopolitiques ou autres. Donc, ces trois dimensions adressent des besoins bien spécifiques et la solution OVH Google Cloud complètement déconnectée va permettre d'adresser en tout cas les trois niveaux de souveraineté d'un point de vue technique et juridique. Je pense que Sylvain, tu pourras probablement en reparler. Donc la donnée, les opérations et les aspects logiciels. Les aspects logiciels étant conférés par une solution intégrée avec des composants open source et qui garantissent une interopérabilité et une pérennité des solutions qui sont déployées. Merci beaucoup. Alors du coup, sur ce sujet, on voit bien les enjeux régaliens. Du coup, Madame la députée, vous vous intéressez aux questions du numérique depuis plus de 10 ans. Là, on est au cœur de la transformation numérique de la France. Comment vous voyez cet accord et quels sont les enjeux régaliens, même plus largement, de la transformation numérique pour la France ? Alors évidemment, cette question de la souveraineté numérique, elle est importante. Je pense que notre pays s'en est assez peu saisi jusqu'à récemment. Et moi, je salue évidemment la stratégie là, qui a été présentée au mois de mai. Le Parlement travaille également sur ce sujet, puisque nous sommes en ce moment sur une mission d'information qui est présidée par M. Warsmann et dont le rapporteur est Philippe Latombe, dont l'idée est de bâtir et promouvoir une souveraineté nationale et européenne. Les deux sont assez indissociables parce qu'on voit bien que d'un point de vue français,
ça reste quand même assez compliqué sur ce sujet. On s'est rendu compte évidemment que le confinement a permis des avancées sur cette prise de conscience des utilisateurs à la fois privés et publics en matière de risques cyber. Et on a d'ailleurs noté une explosion évidemment des cyberattaques à l'endroit évidemment des entreprises, mais également de collectivités ou d'hôpitaux, donc qui gèrent notamment des données très sensibles et qui ont mis finalement en exergue évidemment ces enjeux de souveraineté. Alors moi je pense que cet accord hybride, on a beaucoup parlé d'un accord hybride, va dans le bon sens et fait le lien à la fois entre notre savoir-faire français, mais aussi une technologie de pointe qui est maîtrisée évidemment par Google. Donc les garanties évidemment sont très fortes pour le stockage de nos données et c'est ces équipes d'OVH Cloud qui seront largement à la manœuvre pour le développement et cette solution cloud. Je pense que c'est un partenariat évidemment qui est intelligent, bien pensé et qui allie à la fois performance et indépendance. Et on se souvient qu'il y a quelques temps, on a eu une polémique autour du Health Data Hub et qu'il était évidemment important, je pense, de repenser ces sujets et de voir comment on pouvait rassurer notamment les citoyens et la population qui étaient extrêmement sensibles sur ces sujets et a fortiori sur des données de santé. Mais évidemment, finalement, beaucoup reste encore à faire pour continuer à développer notre propre cloud. L'objectif n'est pas construire uniquement des partenariats avec des acteurs étrangers, mais aussi de proposer, je l'espère, une offre franco-française. Et à ce titre, la question de la lutte contre l'extraterritorialité des lois américaines reste évidemment capitale. Et donc, nous devons aussi renforcer notre arsenal législatif, à la fois français et européen, pour justement protéger nos données européennes contre une guerre économique qui peut être sous-jacente et que nous subissons. Et on voit bien que derrière, il y a aussi des enjeux d'un point de vue géopolitique. L'enjeu, c'est aussi, je pense, d'assumer un Buy European Act pour aussi protéger évidemment nos infrastructures numériques. Et pour cela, il faut évidemment qu'on s'appuie sur nos entreprises de pointe, des startups innovantes qui pourront évidemment porter ces différents sujets et proposer des solutions françaises. Merci beaucoup. Alors du coup, on a évoqué le Secnum Cloud tout à l'heure. Michel, peut-être un petit peu de précision sur le nouveau label qui émerge de cette stratégie, le cloud de confiance, le lien avec le Secnum Cloud et comment cet accord du coup maintenant s'inscrit dans le contexte. Oui, alors tout à fait. Donc ce nouveau label Secnum Cloud en fait correspond à une clarification du visa Secnum Cloud qui existe aujourd'hui, qui est délivré par l'ANSSI. Et donc c'est une clarification de ce visa Secnum Cloud, notamment lorsque il s'agit de partenariats construits avec des technologies non européennes. Donc la réponse est très simple, c'est Secnum Cloud et c'est l'ANSSI qui délivre ce nouveau visa. Et donc ce label cloud de confiance qui lui est attaché. Donc ça c'est la première partie de la réponse. Ensuite, donc la deuxième partie de la réponse finalement est un peu la même. Donc cet accord qui a été signé conclu entre OVH et Google est une étape importante aussi parce qu'elle permet d'offrir de nouveaux services à l'état de l'art via une entreprise française. Ensuite, toute la question va être de savoir, pour la définition, pour être définie comme un cloud de confiance, finalement, cette solution devrait être du coup naturellement certifiée Secnum Cloud par l'ANSSI. Merci beaucoup. Alors du coup, peut-être justement pour rebondir sur cette dernière affirmation, côté OVH, vous avez déjà une certification Secnum Cloud au niveau de votre private cloud. Là, l'intégration de la technologie Google, qu'est-ce que ça veut dire pour vous au niveau de cette certification? Est-ce que vous allez pouvoir capitaliser sur les aspects que vous avez déjà? À quelle échéance vous pensez potentiellement être en mesure de vous présenter pour cette certification? Donc effectivement, le socle cloud privé d'OVH Cloud est certifié Secnum Cloud. La marche pour faire en sorte que l'infrastructure, ou en tout cas la solution Anthos, soit disponible sur Secnum Cloud est effectivement pas très grande pour nous, puisque le cloud privé s'appuie sur des infrastructures dédiées
Et c'est le même schéma d'infrastructure dédiée qui est retenu pour, comme j'expliquais tout à l'heure, vraiment faire en sorte que les clients aient accès à un data plane dédié ainsi qu'un control plane dédié. Donc, en termes d'infrastructure, c'est pour nous, c'est pas par rapport à tout le travail qui a été fait pour effectivement aller chercher cette qualification avec l'ANSSI. La prochaine étape est pas aussi significative. Donc, pour nous, c'est quelque chose sur lequel on se projette assez facilement. Maintenant, je me permets de le rappeler, il faut qu'il y ait une demande. Et donc je salue aussi l'initiative du gouvernement d'inciter à tout faire dans le cloud, mais force est de constater qu'aujourd'hui, ça reste encore balbutiant en termes de matérialisation pour aller chercher ces solutions souveraines, ces solutions européennes, françaises, qui existent maintenant depuis un certain temps. Merci beaucoup. Donc effectivement, je sais pas, Michel, si tu veux réagir sur ce point-là, mais il semble que la stratégie cloud soit quand même orientée dans ce sens. Oui, tout à fait. En fait, là, donc, le deuxième pilier de la stratégie cloud, c'était bien la doctrine cloud au centre de l'État, donc qui dit que tous les nouveaux projets numériques de l'État doivent être faits dans du cloud, et lorsque c'est justifié pour des données sensibles, doit être via du cloud qui est certifié SecNumCloud. Donc ça, c'est pour la partie publique, et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que l'autre partie de la demande doit venir aussi du secteur privé. Merci. Alors, du coup, on a parlé de la technologie Google, Anthos, de son intégration, mais est-ce que peut-être on pourrait avoir plus de détails sur qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça permet technologiquement? On peut rentrer un tout petit peu dans les détails techniques. Et vous avez parlé aussi d'open source tout à l'heure, peut-être expliciter un petit peu ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une licence commerciale et d'un accord pour pouvoir l'exploiter, ce genre de questions. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Alors, la plateforme Anthos, c'est une plateforme donc, qui existe déjà, hein, puisqu'elle est déjà consommable et accessible sur les plateformes cloud publiques. Et elle propose un niveau d'abstraction supplémentaire, finalement, au-dessus des différentes plateformes pour permettre de développer de manière consistante, quelles que soient finalement les plateformes d'exécution qui vont permettre de faire tourner les différentes applications. Donc Anthos, et ça a été aussi une des raisons des choix technologiques d'Auvergne, hein, s'appuie sur notre expertise, s'appuie sur un orchestrateur, donc un orchestrateur Kubernetes, qui est une technologie aujourd'hui qui est utilisée massivement chez Google, hein, puisque la fondation de bon nombre de services chez Google aujourd'hui repose sur une technologie Borg qui est la version initiale de Kubernetes, qui est un projet qui a été open sourcé ensuite et qui aujourd'hui est utilisé massivement par tous les fournisseurs de technologies, par les différents clients, pour développer des applications je dirais cloud native, donc à base de microservices, de conteneurs et d'orchestrateurs. Donc Anthos propose au niveau de son cœur une plateforme d'exécution donc sur la base d'un orchestrateur de conteneurs et de services intégrés à cette plateforme qui permettent de l'observabilité, une vision consistante des configurations et des systèmes qui sont déployés sur cette plateforme en termes de sécurité, en termes de statut, état des configurations, donc un ensemble d'outils qui vont permettre de gérer la configuration, la sécurité, les échanges au niveau de cette plateforme, et d'un catalogue pour pouvoir enrichir l'écosystème et les capacités de développement d'applications au niveau de cette plateforme. Un catalogue d'outils open source en intégrant par exemple des outils comme Postgre, comme Mongo, comme ZSQL, enfin un certain nombre de briques open source qui vont enrichir l'offre et les capacités de développement d'applications pour différents cas d'usage sur ces environnements. Tout en n'oubliant pas la capacité également de pouvoir développer de manière agile et donc de mettre en place une chaîne d'intégration, de développement, de tests et de déploiement continu pour pouvoir automatiser, et c'est ce que recherchent aussi beaucoup les entreprises aujourd'hui, hein, permettre d'être le plus sûr possible, le plus automatisé possible et le plus rapide possible dans le déploiement et dans l'évolution des applications qu'on délivre et qu'on déploie pour nos différents clients et nos différents marchés. Donc Anthos représente une plateforme vraiment qui permet orientée pour les développeurs et pour déployer et développer des applications cloud native et qui va garantir cette interopérabilité puisque
Elle peut être exécutée donc dans des data centers, sur des plateformes publiques cloud, tout en garantissant un stack technologique commun, consistant, au travers de ces différents modèles de déploiement, avec la capacité d'être complètement déconnecté. Et c'est bien le cas de ce qu'on va faire ensemble avec OVH. OVH apportant en complément également son expertise pour intégrer cette solution dans la technologie cœur d'OVH, Hyperscaler, et c'est aussi leur ADN, et avec aussi la volonté d'enrichir et de compléter cette offre avec des services qui leur sont propres. Merci. Une réaction côté OVH Non, je pense que, comme le dit Franck, moi je pense qu'il y a mieux qu'aller dans le cloud. Il y a aller dans le cloud et devenir cloud native. Et c'est vraiment la promesse d'Anthos. Et effectivement, comme l'a dit Franck, il faut le voir comme une plateforme qui permet de devenir cloud native. Et c'est hyper important parce que une fois qu'on va dans le cloud, c'est un premier pas significatif. Et on voit bien qu'il peut être délicat et compliqué pour un certain nombre d'entreprises. Mais le but du jeu, c'est de devenir cloud native. Et ces applications-là et tous les développeurs qui représentent la promesse de ces lendemains qui chantent grâce au cloud ont besoin de s'appuyer sur une plateforme qui leur permet de développer ce genre de choses. Et c'est vraiment ce qu'aujourd'hui Anthos permet. Et encore une fois, nous avons fait cet accord pour pouvoir offrir cette possibilité sur un modèle souverain. Merci. Alors, du coup, oui, je comprends que c'est un premier pas vers du cloud natif pour une accélération vers ce type d'application. Madame la députée, vous avez dit que cet accord tout à l'heure allait dans le bon sens. Pour vous, ce serait quoi les prochaines étapes? Est-ce qu'on s'attend à avoir d'autres accords de ce type-là, ou est-ce que pour le reste de la transformation numérique de l'État, on entrevoit des perspectives similaires? Alors, comme je disais, je pense qu'idéalement, on voudrait évidemment avoir des acteurs français ou européens qui nous proposent le même type de solution. Mais finalement, cet accord qui est vraiment complémentaire en tant que tel est en train d'ouvrir la voie à d'autres types d'initiatives de ce genre. Et je pense notamment au partenariat entre Capgemini et Orange pour créer le Cloud Bleu avec Microsoft. Donc cela a été annoncé en 2021. Et donc l'idée, c'est de se baser sur une société cloud commune bleue avec des solutions Microsoft et plusieurs data centers étant répartis en France. On a évidemment la question de la localisation des données qui est évidemment liée à cette souveraineté. Et donc Orange travaille main dans la main avec l'ANSSI, qui est évidemment un acteur important, et le gouvernement pour présenter donc, le design de cette plateforme qui apparemment a été validée. Donc on voit que l'initiative vraiment originale que vous avez proposée est en train d'ouvrir la voie à d'autres acteurs qui souhaitent évidemment faire la même chose pour évidemment offrir aux clients d'autres solutions. Merci beaucoup. Alors une petite question complémentaire pour toute la table. On a parlé beaucoup de souveraineté, souveraineté des données, souveraineté technologique. Et hier, il y a une phrase qui m'a marqué sur une des tables rondes, c'est « pas de souveraineté sans sécurité ». Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai une petite affinité avec la cybersécurité. La question, c'est dans cet accord et de manière générale dans le cloud et dans la transformation numérique, quelle place vous voyez pour la cybersécurité? Et on peut commencer par comment cet accord peut apporter des garanties de cybersécurité aux utilisateurs finaux et de manière générale à la France et à l'Europe. Je ne sais pas qui veut commencer pour réagir sur cette question. Peut-être je peux commencer, mais en fait, donc d'abord, la sécurité, elle est au cœur de toutes les préoccupations depuis le début. C'est-à-dire que finalement, cet accord vient, mais il rentre dans un processus de test, de challenge des normes de sécurité que nous imposons par rapport au sujet. Donc, je pense que ce qui est important de comprendre dans cet accord, à partir du moment où on amène une technologie tierce, on voit il y a donc tout un système chez nous pour challenger, pour regarder et prévenir tous les problèmes qui pourraient être issus de cet ajout hors de notre construction. Comme vous le savez, OVH Cloud produit ses propres serveurs. Donc nous assemblons nous-mêmes les serveurs, nous maîtrisons nous-mêmes notre réseau, nous maîtrisons nos data centers. Donc on a vraiment une attention très particulière à ce genre de choses. Et quand on amène une solution logicielle tierce ou quoi, elle passe par une batterie de tests. Et puis, je le rappelais tout à l'heure en introduction,
les mises à jour aussi passent un test avant d'être proposées au client. C'est hyper important. Le client, dans son control plane, retrouve la mise à jour à disposition avec des explications, choisies ou pas de faire cette mise à jour. Voilà. Donc la sécurité, c'est évidemment quelque chose qui reste très très haut de notre côté. On intègre à chaque fois les solutions et les partenaires que nous embarquons dans notre processus de sécurité. Et ensuite, on est toujours très transparent avec les clients, on leur explique les choses et ils choisissent. Ils ont le choix de faire les choses ou de ne pas faire les choses. C'est le contrôle que nous leur proposons. Merci. Peut-être d'un point de vue plus technologique et pour rester dans la continuité de cette discussion et sur l'offre OVH Google Cloud, il y a une dimension aussi technologique et dans les différents composants qui sont apportés sur cette solution, et la sécurité elle est au cœur de cette plateforme et de ces composants. On parle de technologie cloud native, donc intrinsèquement la sécurité fait partie des concepts qui sont présents dans l'utilisation et dans la mise en place de ces composants, dans le contrôle et le contrôle et l'observation des flux au travers de l'implémentation par exemple d'Istio avec la solution Anthos Service Mesh qui est déployée sur la plateforme Anthos et qui permet de contrôler l'ensemble des flux entre les différents services déployés sur cette plateforme. Quand on parle développement cloud native, on a besoin aussi on pense à l'automatisation et éviter un maximum d'erreurs en fait, liées à ces déploiements massifs. Et donc, cette plateforme amène une vision centralisée, consistante de l'ensemble de l'état des différents clusters et des solutions qui sont déployées sur la plateforme pour éviter au maximum les erreurs, pour éviter les failles. Donc, il y a beaucoup de dispositifs qui sont en place pour sécuriser ce socle technique, cette plateforme, les applications qui sont développées et qui, en complément de l'expertise d'OVH dans le domaine de la sécurité, apportent une brique extrêmement résiliente pour garantir un haut niveau de sécurité pour les entreprises françaises, en l'occurrence. Merci beaucoup. Une autre réaction sur l'aspect cybersécurité ? Oui, enfin juste pour ajouter, effectivement, je pense qu'on peut être tout à fait d'accord avec cette affirmation. La sécurité, par ailleurs, elle recouvre vraiment deux aspects distincts. La sécurité technique, donc la cybersécurité, et c'est pour ça, par ailleurs, que le visa est bien délivré par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et l'autre aspect qui est tout aussi important, c'est l'aspect juridique. Et bien s'assurer, avoir des garanties fortes que, au-delà du risque cyber, qu'il n'y ait pas un risque maîtrisé, enfin pas ou peu de risque sur la captation de données par des gouvernements étrangers. Et effectivement aussi pour dire que cette question évidemment de la sécurité, elle est évidemment majeure, qu'il faut renforcer nos budgets en faveur de la cybersécurité, en faveur de l'ANSSI, parce que voilà, ils ont une demande de plus en plus grande à laquelle ils doivent répondre. Et puis je pense qu'il faut aussi qu'on facilite les passerelles entre la recherche privée et la recherche publique et également la recherche militaire. On voit notamment ce qui a été fait dans certains pays tels Israël. On a des laboratoires, des sujets qui ont été développés par l'armée qui sont ensuite réinjectés dans la société civile. Donc il faut, je dirais, s'appuyer sur ces écosystèmes pour évidemment avancer sur ces sujets de cybersécurité. Tout à fait, merci beaucoup. On l'a réévoqué là, justement, il n'y a pas longtemps, l'aspect juridique. Donc cet accord apporte une protection juridique. Michel l'a rappelé, c'est extrêmement important, ça a été dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça représente concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on se protège? Peut-être un petit rappel sur les lois extraterritoriales des États-Unis. Peut-être un mot côté OVH sur ce sujet? Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on a donc d'abord le contrat qui nous lie à Google et de droit français, et le contrat que les entreprises seraient amenées à signer serait avec OVH Cloud, et donc on est en droit français, et la solution est donc bien vendue par OVH Cloud, acteur français européen. Donc il n'y a pas de lien avec cet aspect extraterritorial qui consiste pour une entreprise qui serait hébergée dans un système nord-américain à pouvoir être obligé de remettre ou de donner accès à des données ou des informations
peu importe la localisation de ces données ou ces informations, peu importe la localisation ou l'origine ou la nationalité de l'entreprise. Donc en mettant en place effectivement cet accord, on permet juridiquement de contrer cette possibilité. Je précise, c'est un aspect juridique, donc c'est vraiment juridique. Je pense que tout à l'heure, ça a bien été dit, la sécurité, 2 aspects, technique et juridique. Là, c'est vraiment juridiquement qu'on peut contrer cet aspect. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais revenir aussi sur l'aspect réversibilité. Donc tout à l'heure, ce qui a été mis en avant côté Google, c'est la partie open source transparence. Concrètement, on s'attend à ce qu'il y ait un coût d'intégration des technologies Anthos chez OVH, que les clients qui vont capitaliser sur cette technologie aient aussi un coût d'intégration. Est-ce qu'on sait dire ce qui facilite la réversibilité? Est-ce que ça va être si facile que ça une fois qu'on aura choisi cette technologie? Ou qu'est-ce qui fait que cette technologie permet cette réversibilité plus facilement? Je peux prendre. Alors, un des standards et le cœur de cette plateforme, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est Kubernetes, donc une version proposée par Google, qui est la version Kubernetes managée, donc, qui est déployée au niveau de cette solution Anthos. La solution Kubernetes est une solution d'orchestration de conteneurs qui permet de déployer des applications microservices. Cette technologie aujourd'hui, elle est disponible sur cette version Anthos déconnectée, mais on va retrouver des distributions et des solutions équivalentes sur différentes plateformes. N'importe quel client entreprise peut installer et déployer sa propre solution de cluster Kubernetes dans son data center. Les différents cloud providers aujourd'hui, que ce soit AWS ou Microsoft par exemple, ou d'autres acteurs cloud providers proposent des solutions managées ou non managées de ce type de solution. Donc cette fondation, ce socle technique amène une consistance en tout cas multiplateforme, multisolution pour permettre justement d'être complètement réversible, interopérable sur différentes solutions, différentes plateformes, cloud public, privé ou data center. Donc l'effort est quand même considérablement minimisé. Alors il y a évidemment quand on va déployer une architecture sur une plateforme Anthos déconnectée chez OVH, il y a forcément des spécificités en termes de configuration, d'adaptation qui seront nécessaires pour pouvoir revenir ou se redéployer sur des solutions ou sur d'autres types de plateformes. Mais on n'est pas sur des efforts importants de migration, de replatforming, puisqu'on s'appuie sur une couche technologique commune. Merci beaucoup. Alors quand on parle cloud en ce moment, on pense assez naturellement aussi au niveau européen à l'initiative Gaia-X. Peut-être un petit mot, Madame la députée, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous inspire, Gaia-X et cet accord OVH-Google, comment vous voyez les perspectives et qu'est-ce que ça va nous permettre? Effectivement, les choses vont dans le bon sens. Gaia-X a été aussi une initiative aussi d'un point de vue industriel. Là, je pense que c'est encore un peu tôt peut-être pour faire un bilan justement de cet accord Google-OVH. Mais en tout cas, c'est plutôt quelque chose que j'encourage et que je trouve positif, évidemment. On voit, comme je l'ai cité, que ça a donné des idées, évidemment, à d'autres acteurs. En conciliant, encore une fois, la localisation des données, l'expertise de certains et la technologie de grands acteurs reconnus aussi. Donc voilà, certains seuls ne peuvent pas avancer. Évidemment, il ne faut pas oublier nos acteurs français dans tout cela. Mais là, on offre des solutions qui peuvent être opportunes pour les entreprises dans un contexte où on l'a vu, les cyberattaques, le contexte géopolitique avait pu créer des risques particuliers. Et là, je crois qu'on offre des solutions qui sont à la fois adaptées et sécurisées. Merci beaucoup. Côté OVH aussi, peut-être sur Gaia-X, déjà un premier succès chez Gaia-X, plus de 200 membres et les membres viennent de partout.
partout dans le monde, ce qui peut parfois poser question à un certain nombre d'observateurs, ne pas bien comprendre cette notion de souveraineté. Et puis en même temps, on a des acteurs américains, chinois, asiatiques, qui font partie de GAIX. GAIX est une initiative qui vraiment rassemble l'ensemble des acteurs et la technologie est globale. Je crois que la promesse de l'Internet au départ, c'est quand même quelque chose de très global, de très interconnecté. Et donc, ça, c'est un premier succès. Le deuxième succès, c'est d'avoir mis très très haut le sujet du contrôle, de la transparence, de la réversibilité. Et je crois que c'est déjà le cas, puisque effectivement, l'initiative qui nous a rapprochés avec Google ou les autres démontre que c'est maintenant quelque chose qui s'impose au niveau européen. Et je crois que c'est aussi très important. Maintenant, les prochaines échéances qui sont effectivement importantes pour GAIX, qui vient d'élire son nouveau board, et qui va donc maintenant pouvoir accélérer dans la mise en place d'un certain nombre de livrables. Le premier livrable, c'est d'aller chercher une forme de labellisation, certes pas de certification, mais d'une forme de qualification qui pourra dire que voilà, les critères qui sont importants au niveau de GAIX sont les critères que vous pouvez retrouver dans certaines offres ou pas. Et encore une fois, le phénomène n'est pas d'être excluant, mais d'être le plus transparent possible pour pouvoir positionner et aider les entreprises dans leur choix pour la migration vers le cloud, du niveau de contrôle qu'ils souhaitent avoir sur la technologie. Donc plusieurs succès et une prochaine échéance qui va être très importante maintenant que le nouveau board est élu. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une question aussi sur ce qui a été mentionné tout à l'heure sur les maîtrises des technologies Google chez OVH. Comment vous vous organisez en interne pour maîtriser cette technologie? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quel est le niveau de maîtrise que vous aurez? Quel est en fait le niveau de partenariat que vous allez avoir avec Google? Est-ce que vous serez juste opérateur? Est-ce que vous allez faire des co-développements sur cette solution? Comment ça se passe? D'abord, on recrute des personnes et on a des équipes qui sont dédiées au sujet chez nous et qui travaillent effectivement en collaboration avec Google pour co-développer. Je crois que ce qui est important, c'est la création de valeur à partir de la plateforme. Je pense que ce n'est pas juste le sujet de je prends une technologie, je prends un cloud et je propose quelque chose de combiné. C'est vraiment, c'est juste le point de départ. Le but du jeu pour nous, c'est vraiment de développer au-dessus de ce partenariat d'autres possibilités pour les entreprises. Et comme l'a expliqué Franck, vous avez compris, cette plateforme, c'est vraiment une plateforme qui vise à transformer, replatformiser pour rendre cloud native ou pour développer en cloud native. Donc il y a énormément de services à développer autour d'Anthos. Et c'est bien notre objectif. Donc on a des équipes dédiées qui sont formées, qui travaillent énormément, bien sûr, en co-développement avec Google, mais pas que. Une fois que ce savoir-faire est intégré chez nous, c'est aussi du développement supplémentaire pour rajouter des services accessibles au-dessus d'Anthos. Merci beaucoup. Peut-être côté Google, un retour aussi sur ce partenariat, donc, qui est le premier de ce type-là pour vous, donc votre premier partenaire OVH. Est-ce que ça veut dire que c'est un nouveau positionnement, même au niveau européen, au niveau mondial, et on s'attend à avoir d'autres partenariats de ce type-là? Est-ce que c'est une politique globale de se dire que vous voulez vous positionner sur du licensing de votre technologie et puis forcément être l'opérateur des infrastructures? Ou est-ce que c'était vraiment une opportunité ici parce qu'il y avait un aspect gagnant-gagnant avec OVH? Il y a incontestablement une volonté, en tout cas dans la stratégie de Google Cloud, de continuer à développer, à travailler en écosystème et développer des partenariats. J'évoquais tout à l'heure un partenariat, des partenariats sur des solutions de chiffrement externe. On a des périmètres et des partenariats qui sont différents, mais en tout cas, la volonté, c'est évidemment de continuer à investir, à déployer des data centers un petit peu partout dans le monde. On va investir et déployer un data center à Paris qui verra le jour l'année prochaine. Donc on continue dans notre métier d'hyperscaler à développer et à continuer à développer notre offre, évidemment. Mais comme je le disais initialement, on est en dialogue permanent avec les acteurs, technologies, les partenaires, les clients pour adapter et proposer des solutions qui répondent au mieux aux différents marchés, industries, régulations avec lesquelles on opère. Donc ce partenariat est évidemment emblématique pour nous parce qu'il répond, il répond aux enjeux, à des enjeux importants localement. C'est un partenariat que je ne qualifierais pas de surface, entre guillemets, hein, tant les efforts ont été quand même importants entre nos équipes, à la fois techniquement et juridiquement, ce qui est aussi un vrai signal d'une volonté profonde de notre leadership commun, en tout cas, de pouvoir mettre à disposition une solution
dans lesquels on croit tous. Donc ça a été un gros travail. D'abord un travail d'ingénierie, donc l'ingénierie de Google Cloud et d'OVH, pour collaborer, déployer et développer cette solution. Et puis évidemment, c'est un accompagnement dans l'intégration de cette technologie. Donc c'est aussi un plan de formation pour nous, pour travailler ensemble à la fois sur la dimension support, pour former les équipes, pour comprendre, pour intégrer cette offre au mieux. Donc il y a différentes dimensions de nos partenariats, évidemment. Merci beaucoup. On va arriver très bientôt à la fin du temps imparti pour ces questions, et on va laisser les questions du public. On va se garder encore une petite demi-heure. Mais peut-être un dernier mot de conclusion. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être, Madame la députée, sur la souveraineté numérique, puisqu'on a eu la vision un petit peu de Google sur qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça représentait. Est-ce qu'on peut avoir votre vision sur la souveraineté numérique et surtout ce que ça représente pour la France ? Je dirais que cette crise nous a rappelé à quel point cette notion de souveraineté, évidemment, elle était essentielle. On l'avait peut-être un peu oubliée. Elle nous a rappelé notre dépendance par rapport à d'autres puissances sur d'autres sujets. Mais d'un point de vue numérique, d'un point de vue digital, évidemment, il faut la retravailler, il faut l'amplifier, d'où évidemment les différents sujets et comment dire, les différents sujets sur lesquels nous travaillons à la fois à l'Assemblée nationale, à la fois au gouvernement. Donc l'enjeu, évidemment, c'est de fédérer aussi les acteurs français, fédérer aussi les acteurs européens à travers des initiatives comme Gaia-X, pour qu'on puisse évidemment avoir cette indépendance en matière de souveraineté, parce que eh bien, derrière, il y a des enjeux évidemment économiques, mais il y a aussi des enjeux démocratiques majeurs. Merci beaucoup. Sauf s'il y a des remarques ou des réactions sur ce dernier point, je propose qu'on ouvre aux questions du public. Est-ce qu'on a des questions? C'est toujours dur de démarrer la première question, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'on a, je ne sais pas si on a un micro qu'on pourra passer dans le public. Parfait. Eh bien, première question, allez-y. Oui, bonjour, Raphaël Marichet, je suis chez Palo Alto Networks, un méchant éditeur de cybersécurité américain, mais on contribue à sécuriser les développements cloud des entreprises en Europe. La remarque sur le peu d'attente du marché pour des clouds SecNumCloud ne viendrait-elle pas d'un choix stratégique de la France? J'ai aussi été 10 ans au service de l'État. Ne viendrait pas d'un choix stratégique de la France de s'appuyer sur des référentiels nationaux et des cadres nationaux plutôt qu'européens? Michel, je pense que c'est pour toi. Alors, il y a un cadre européen, effectivement, de certification dans le cloud, dans le cadre de l'ENISA, donc avec un futur schéma de certification dans le cloud avec plusieurs niveaux, donc de basique jusqu'à élevé de sécurité dans le cloud. Ce schéma européen, il doit normalement voir le jour d'ici 2-3 ans. Le parti pris qui a été le nôtre et a été d'engager cette démarche-là d'abord au niveau national du cloud de confiance, parce que nous sommes très sensibles aux besoins immédiats de protéger les données de nos concitoyens. Et donc le choix qui a été fait a été d'abord d'enclencher cette dynamique-là au niveau national et ensuite de démontrer à nos partenaires européens que ce choix fonctionne et par cette façon d'aller convaincre les autres États membres de reprendre substantiellement les exigences que nous mettons dans SecNumCloud dans le niveau élevé du futur schéma européen. Merci. Une autre question? Oui, bonjour, Charles Schulz, Vates. J'avais une question, en fait, plutôt une réflexion. Est-ce que vous n'avez... Enfin, ma question se tourne plutôt vers faire des politiques. Est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, qu'en couplant d'un côté un schéma
de qualification étatique qui, au demeurant, est excellent pour ce qu'il a été conçu, c'est-à-dire assurer la cybersécurité de plateformes cloud, à des grands acteurs qui proposent des stacks technologiques finalement assez complètes. Vous ne fermiez pas le marché aux entrants européens et français, puisque finalement, on peut se retrouver assez facilement dans une situation où vous devez non seulement être Secnum Cloud, ce qui est honorable en soi, bien sûr, mais en réalité, après cela, vous devez quand même être en compétition avec des grands choix et des grandes options technologiques américaines. Vous avez déjà en position de force sur le marché. Merci. Michel ? Alors, je pense que ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que Secnum Cloud, c'est un visa qui ne labellise pas, qui ne certifie pas des fournisseurs, mais bien des solutions. Donc, un fournisseur de solutions cloud a la possibilité d'avoir d'un côté son offre classique de cloud et d'engager des développements pour rendre un produit spécifique qualifié Secnum Cloud. Et ce visa Secnum Cloud, en tout cas dans la doctrine de l'État, il est demandé pour des besoins spécifiques aussi, quand ça justifie les données sensibles, les données personnelles, les données d'entreprise ou les applications critiques. Donc en fait, il faut, je pense, voir Secnum Cloud comme un élément dans le paysage, dans l'écosystème des solutions cloud. Des solutions Secnum Cloud seront amenées à cohabiter avec des solutions entre guillemets traditionnelles, y compris au sein d'un même fournisseur de technologie. Je peux permettre de rajouter quelque chose. Je comprends parfaitement la réflexion et plusieurs choses. Le premier point d'abord, c'est que ça fait maintenant 1 an et demi chez OVH Cloud qu'on a réussi à mettre en place un écosystème de solutions SaaS françaises, européennes, dites de confiance. Donc ce label de confiance, sans aucune présomption, en tout cas, nous on l'a donné à un certain nombre d'entreprises et on aide à mieux les faire connaître. Ce que nous allons faire très rapidement, c'est de maintenant les aider à devenir Secnum Cloud. C'est-à-dire que nous avons compris aujourd'hui qu'effectivement, il y a un côté David contre Goliath. Et je pense que l'ADN de la société, depuis toujours, a été d'être en écosystème et à faire émerger tout un tas d'entrepreneurs, de start-up, et de les aider à progresser techniquement, mais aussi en phase de maturité, à leur permettre d'accéder à des marchés qui leur sont principalement souvent fermés. Donc nous allons tout faire pour accompagner l'ensemble de nos clients partenaires, pour leur permettre d'être eux aussi Secnum Cloud et de faire connaître un catalogue encore trop méconnu au niveau des grandes entreprises françaises, européennes et des pouvoirs publics, ces entreprises françaises qui sont souvent extrêmement innovantes, extrêmement pertinentes, mais qui n'ont pas toujours l'accès à un certain nombre de dossiers ou pour qui, effectivement, parfois, l'accès à une qualification est trop compliqué. Donc, nous, on va continuer réellement à accélérer notre support auprès de ces entreprises. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, pas d'autres questions ? Moi, j'ai peut-être une petite question en attendant si jamais il y a des retardataires. Pour Michel, est-ce que tu peux nous donner un peu en avant-première les quelques actions qu'il y aura dans la stratégie cloud et qui vont dans le sens de ce que tu as décrit sur la certification et sur le cloud de confiance et qui seraient en cohérence par exemple avec l'accord OVH Google ? Alors, ce que je peux dire, c'est que en fait, dans la stratégie cloud de confiance de l'État, il y a les 2 premiers volets qui sont bien définis à ce stade. Le premier volet, cloud de confiance. Le deuxième volet sur la politique de l'État en matière de cloud. Et le troisième volet, c'est la stratégie industrielle. Et je pense que je peux peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur cette stratégie industrielle qui est en cours de finalisation. L'objectif, c'est de vraiment pouvoir disposer d'une base industrielle solide, européenne. Bon, bien sûr en priorité française, mais on construit bien sûr ça avec nos partenaires européens,
pour répondre aux différents besoins et en particulier les besoins qui sont anticipés sur le futur. Donc on a déjà ouvert en fait un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de cette stratégie. Donc il a été clos il y a quelques semaines. Il a permis de recenser une 50aine de projets, donc qui vont être de projets R&D, hein, qui vont être analysés, expertisés, auditionnés et ensuite financés pour ceux qui seront retenus. Donc ce sont des projets à la fois dans un cadre qui peuvent être dans un cadre européen. Et dans ce cas-là, ce sont des projets qui débuteront plutôt en 2022. Ou alors des projets qui seront dans un cadre purement national et dans ce cas-là qui pourraient débuter avant la fin de l'année 2021. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remords? Oui, une question. Oui, bonjour, Laurent Barthélemy, je suis journaliste à l'agence France Presse. Je voulais savoir si l'accord entre OVH Cloud et Anthos a donné des fruits commerciaux déjà. Est-ce que vous pouvez nous donner juste une petite idée sur ce plan-là? Est-ce que ça séduit? Comment ça se passe? Alors je parle en termes de séduction, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Évidemment, on a fait des émules, donc je pense que ça séduit. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, l'offre doit sortir. Donc nous sommes en bêta, c'est-à-dire que nous avons déjà un certain nombre effectivement de clients et de grandes entreprises, des intégrateurs, qui testent en fait le produit actuellement, qui sera complètement lancé à partir du mois de septembre. Et nous sommes d'ores et déjà engagés effectivement avec Google dans des rencontres avec des entreprises qui sont effectivement intéressées pour cette solution. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on ne va pas être loin de la conclusion. Est-ce que si côté de la table ronde, vous voulez dire un dernier mot avant qu'on se quitte, c'est le moment. Et puis sinon, il ne me reste plus qu'à tous vous remercier. Merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup aux participants.